Bienvenue au bar d'Andelion, cher client. Au menu du jour, le témoignage glaçant de Jamie Reed, une femme ayant travaillé dans un centre de transition pédiatrique aux USA pendant presque 4 ans. Les centres de transition sont les lieux où des individus se rendent lorsqu'ils veulent entamer une transition. Une fois là-bas, ils sont alors redirigés vers des thérapeutes et autres médecins qui vont leur permettre, ou non, rarement non, de commencer leur transition. Et le centre dont nous allons parler a pour spécificité d'être pédiatrique, ce qui signifie qu'il ne traite que d'enfants. Dans son témoignage, Jamie nous narre une partie de son expérience au centre, l'état catastrophique des enfants, de l'autorité abusive des docteurs et de l'impossibilité totale d'émettre une moindre critique à l'idéologie si l'on ne veut pas perdre son métier. Ce qu'elle a vu l'a tant bouleversé que, selon ses propres mots, cela avait pris le pas sur sa vie et l'empêchait de dormir. Le témoignage est évidemment en anglais, mais pour les anglophobes, je l'ai moi-même traduit en français et ce PDF ainsi que le lien vers l'article sont en description. Sur ce, ne perdons pas plus de temps et voyons ce fameux témoignage. Je pensais que je sauvais des enfants trans. Maintenant, je sonne l'alarme. J'ai 42 ans. Née à Saint-Louis, je suis une femme queer et politiquement dans la gorge de Bernie Sanders. Ma vision du monde a profondément façonné ma carrière. J'ai passé ma vie professionnelle à prodiguer des conseils aux populations vulnérables, les enfants en famille d'accueil, les minorités sexuelles, les pauvres. Pendant presque 4 ans, j'ai travaillé à l'Université de médecine de Washington, dans la division des maladies infectieuses, avec des adolescents et des jeunes adultes positifs au VIH. Beaucoup d'entre eux étaient trans ou avaient des genres non conformes. Je pouvais m'y identifier. Au travers de mon enfance et de mon adolescence, je me suis moi-même beaucoup questionné sur mon genre. Je suis maintenant marié à un homme trans, et ensemble, nous élevons 2 enfants biologiques de mariage précédent et 3 enfants d'accueil que nous espérons adopter. Alors, premièrement, une chose est certaine. Notre amie Jamie n'est pas une facho. Une femme queer qui a beaucoup questionné son genre, politiquement d'extrême gauche, mariée à un homme trans. On ne pourrait pas faire un profil plus typique. D'ordinaire, les woke aiment bien faire passer leurs détracteurs pour des fachos afin de les discréditer d'avance. Ici, cela risque d'être un peu plus difficile. Enfin, difficile, mais pas impossible. Bref, reprenons. Tout cela m'a emmené à un travail, en 2018, de manager de dossier au centre de transition de l'hôpital de Saint-Louis, affilié à l'Université de Washington, qui a été érigé l'année précédente. L'assumption du centre était que plus vous traitez tôt un enfant avec une dysphorie de genre, et plus vous prévenez de la souffrance qu'ils pourront subir plus tard. Cette prémisse était partagée par les docteurs et les thérapeutes du centre. Étant donné leur expertise, j'assumais qu'énormément de preuves appuyaient le consensus. Ah, le classique croyez la science. Après tout, ce sont des experts idéologues qui le disent, et ils se basent sur des études sérieuses, des études conçues par les mêmes experts idéologues. Ah, et au passage, je vais beaucoup répéter le mot idéologie dans cette vidéo. Je mets beaucoup de sens derrière ce mot, mais par confort, je vais le réduire à la croyance qu'il faut transitionner un enfant le plus tôt possible et à tout prix. Je continue. J'ai quitté la clinique le novembre de l'année dernière car je ne pouvais participer plus longtemps à ce qui se passait là-bas. Au moment où je suis parti, j'étais certaine que la manière dont le système médical américain traite ses patients est à l'opposé de la promesse que nous faisons de ne pas nuire. À la place, nous infligeons des souffrances permanentes aux patients vulnérables. Chers clients, ici, je vais vous demander de m'écouter attentivement. Vous savez, généralement chez les woke, il existe 2 types d'individus. Le premier type sont les activistes idéologues acharnés. Eux, ce n'est même pas la peine de discuter avec eux. Ils ne changeront jamais d'avis. Ils sont certains à 100% d'avoir raison, et sont même prêts à faire du mal, tant que cela fera avancer leur cause, puisqu'ils sont persuadés qu'à la fin, tout sera parfait une fois qu'ils auront gagné. Ensuite, il y a ce que j'appelle les innocents. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aider les gens. Ils ne sont même pas des activistes, ils veulent juste sauver les plus fragiles. Ils suivent l'idéologie, mais plus comme un outil que comme une Bible parfaite. Ce sont ces gens-là qu'il faut trouver et réveiller, leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur, que jamais le wokisme n'a aidé et n'aidera personne, au contraire. Et comment le faire, vous me demandez? C'est simple, en leur montrant la réalité. Comme notre amie Jamie Reed, qui s'est rendu compte que non seulement elle n'aidait personne, mais en plus elle faisait souffrir à vie.
Et ça, elle ne pouvait tout simplement pas le supporter. Personne ne le peut, à part les idéologues acharnés. Donc voilà, si vous croisez un innocent, un jour, montrez-lui ceci. Montrez-lui les horreurs qu'engendre son idéologie. C'est le seul discours qui leur fera peut-être changer d'avis. Et plus d'innocents tourneront leur dos à l'idéologie, et plus cette dernière sera affaiblie. Ce sont eux la clé qui permettra d'arrêter toutes ces horreurs. Alors ne les insultez pas. Soyez toujours dans la bienveillance, même si c'est difficile, et présentez-leur les preuves. Compris? Ok, je reprends. L'une de mes tâches était d'accueillir les nouveaux patients et leurs familles. Quand j'ai commencé, il y avait probablement 10 appels au mois. Quand j'ai quitté, il y en avait 50, dont 70% de ces nouveaux patients étaient des filles. Parfois, des clusters de filles arrivaient du même lycée. Cela m'inquiétait, mais je ne me sentais pas en position de sonner l'alarme à l'époque. J'étais dans une équipe de 8, et seule une autre personne amenait les mêmes questions que moi. Tous ceux qui élevaient leurs doutes risquaient d'être appelés transphobes. Je rappelle le profil de notre protagoniste. Une femme queer, mariée à un trans, qui a dédié sa vie personnelle et professionnelle à aider les personnes vulnérables, dont la communauté LGBT. Et malgré ce CV en béton armé, elle a peur d'être appelée transphobe. Tout ça pour dire que qu'importe ce que vous faites, qu'importe vos actions passées, à partir du moment où vous émettez la moindre petite critique sur l'idéologie, vous êtes qualifié de transphobe. Vraiment à se demander ce que signifie réellement ce mot, transphobe. Je poursuis. Pour commencer à transitionner, les filles ont besoin d'une lettre de support d'un thérapeute, généralement celui qu'on recommande, qui ne les voyait qu'une ou deux fois avant de leur donner le feu vert. Pour rendre cela encore plus efficient pour les thérapeutes, nous leur offrons un template sur comment écrire une lettre en support à la transition. La prochaine étape était une visite unique chez un endocrinologue pour une prescription de testostérone. C'est uniquement cela qu'il fallait pour commencer sa transition. Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter cela? Je rappelle qu'on parle là de transition, soit d'un traitement qui aura des conséquences sur l'entièreté de la vie d'un individu. Ah, et qu'on parle d'enfant aussi, dans le cas présent. Et ce simulacre de procédure est tout ce dont notre société a besoin pour mutiler à vie un enfant. Nos patients étaient prévenus des effets secondaires, dont la stérilité. Mais après avoir travaillé dans le centre, j'en suis arrivé à croire que les adolescents sont simplement incapables de saisir pleinement ce que cela signifie de prendre la décision de devenir infertile lorsque l'on est encore un mineur. Je rappelle que notre protagoniste ici présent, Jamie Reed, a fait de longues études dans une grande université. Et il lui a fallu une expérience de terrain pour comprendre que des gosses n'ont aucune vision de leur avenir. Honnêtement, qu'est-ce que ces élites scientifiques apprennent dans leurs universités? Je commence sérieusement à me poser la question, franchement. Mais le centre minimisait les conséquences négatives et mettait plutôt en valeur le besoin de transition, comme le site du centre le dit. Non traitée, la dysphorie de genre a de nombreuses conséquences, allant de l'automutilation au suicide. Mais quand vous retirez la dysphorie de genre en autorisant à l'enfant d'être celui ou celle qu'il est, nous remarquons que cela s'en va. Les études que nous avons montrent que les enfants finissent souvent par fonctionner psychosocialement aussi bien, ou encore mieux, que leur père. Il n'y a aucune étude fiable montrant ceci. En effet, les expériences de nombreux patients du centre prouvent combien ces assertions sont fausses. Alors, la déclaration du centre que vous venez d'entendre est très similaire au chantage au suicide. En gros, soit vous les écoutez, soit votre enfant va se suicider. Imaginez un parent un peu fragile. Comment ne peut-il pas se sentir concerné? Après tout, un parent ne veut que le bien de son enfant, qu'il ait un avenir radieux. Alors si on lui dit, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, il va mourir. Comment ne pas paniquer? Et tout ce chantage au suicide, sans aucune preuve tangible. Alors, on a peut-être l'impression que je dis ça de but en blanc comme ça, mais Jamie fait ici référence à un énorme article sur le sujet. Et ce ne sont pas des déclarations qui viennent de nulle part. Donc ici, vous pouvez voir l'article, extrêmement massif, avec beaucoup d'études. Donc si vous voulez le lire, il est en lien dans le PDF et dans l'article.
Chers clients, jusqu'alors, nous étions juste à l'apéritif. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de patients et des mésaventures qu'ils ont connues. Je vous laisse le plaisir de vous en faire un avis par vous-même. Le peu de compréhension qu'ont les patients sur ce dont ils s'engagent est illustré par un appel que nous avons reçu au centre en 2020, en provenance d'une femme biologique de 17 ans qui était sous testostérone. Elle disait qu'elle saignait du vagin. En moins d'une heure, son tampon extra épais, son jean et la serviette qu'elle avait entourée autour de sa taille étaient complètement trempés de sang. L'infirmière du centre lui a dit d'aller aux urgences immédiatement. Nous avons réalisé plus tard que cette fille avait eu des rapports, et puisque la testostérone amoindrit les tissus vaginaux, son canal vaginal avait été déchiré durant l'acte. Elle a été mise sous sédatif et subit une opération chirurgicale pour réparer les dégâts. Elle n'est pas le seul cas de lacération vaginale dont nous avons entendu parler. D'autres filles étaient troublées par les effets de la testostérone sur leur clitoris, qui s'élargissait et grandissait dans ce qui semblait être un microphallus ou un petit pénis. Je suivais l'une des patientes dont le clitoris élargi s'étendait désormais sous sa vulve. Il s'irritait et se frottait douloureusement sur son jean. Je l'ai conseillé de prendre ce genre de sous-vêtements de compression que portent les hommes biologiques qui s'habillent pour passer pour une femme. À la fin de l'appel, je me suis dit à moi-même, wow, nous avons blessé cet enfant. Les cliniques comme celle où je travaillais créaient une cohorte entière d'enfants avec des appareils génitaux atypiques. Et la plupart de ces adolescents n'avaient même pas encore eu de rapport sexuel. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient devenir une fois adultes. Et pourtant, tout ce qu'il leur a fallu pour transformer de façon permanente leur corps fut une ou deux courtes conversations avec un thérapeute. Et maintenant, un email d'un parent qui parle de son enfant. Bonjour. Merci de prendre connaissance que je révoque mon consentement au sujet de ce traitement médical. Ses notes ont chuté. Il a eu une visite de santé comportementale et maintenant il est sous 5 traitements différents. Lexipro, Trazadone, Buspar, etc. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, rongé par l'anxiété. Qui sait si c'est à cause des bloqueurs d'hormones ou d'autres médicaments? Je révoque mon consentement. Je veux arrêter les bloqueurs d'hormones. Merci. Je rappelle qu'à la base, le centre est là pour aider les patients. Dans les faits, il les mutile, sans preuve que cela va réellement les aider, sans être certain que ces enfants soient réellement trans ou non. Et on ne parle pas de cas isolés. Des enfants comme ça, il y en a des cohortes. Vous savez, finalement, je comprends pourquoi le centre joue autant la carte du chantage au suicide. Intellectuellement, c'est la seule manière de justifier toutes ces horreurs. Comment se dire qu'il est OK de mutiler un patient, de risquer de le rendre dépressif, rongé par l'anxiété, de lui faire risquer des problèmes de foie, du diabète, de l'apnée du sommeil? Comment se dire que tous ces risques sont OK, sinon pour prévenir quelque chose de plus grave encore, comme la mort? Quand on y pense, les docteurs sont obligés de se persuader qu'ils ont raison à 100%, car sinon, il leur serait absolument impossible d'assumer les atrocités qu'ils font. À côté des adolescentes, un autre nouveau groupe nous était référé. Des jeunes gens de l'unité psychiatrique interne ou du département des urgences de l'hôpital pour enfants de Saint-Louis. La santé mentale de ces enfants était profondément inquiétante. Il y en avait des diagnostics comme la schizophrénie, des PTSD, des troubles bipolaires et plus. Souvent, ils étaient déjà sous une bonne poignée de pharmaceutiques. Par exemple, un adolescent est venu nous voir durant l'été de 2022, quand il avait 17 ans. Il vivait au centre de confinement car il avait sexuellement abusé de chiens. Il avait eu une enfance horrible. Sa mère était addicte à la drogue, son père était en prison, et il avait grandi dans une famille d'accueil. Qu'importe le traitement qui lui était prescrit, il ne marchait pas. Quelque part en chemin, il a exprimé le désir de devenir une femme. Il a ainsi fini dans notre centre. Ici, il a vu un psychologue de l'hôpital connu pour approuver virtuellement tous ceux qui cherchaient une transition. Puis, nos docteurs ont recommandé la prise d'hormones féminisants. À ce moment, je me suis demandé si ce n'était pas une forme de castration chimique. Vous savez, il y a une citation qui dit: si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendez à voir tout problème comme un clou. Et c'est exactement la vision qu'ont ces docteurs. Ils ne sont que des exécutants à leur idéologie, qui n'admettent qu'une et une seule solution à tous leurs problèmes. Ah, et aussi, ai-je besoin de noter que pour ce centre de transition,
Un enfant psychologiquement très instable et suffisamment clairvoyant sur son avenir pour prendre une décision qui va changer son corps pour toujours? Bref, pour la suite du témoignage, une petite histoire judiciaire. Vous allez adorer à quel point la justice est sage et perspicace dans ses décisions. Un autre aspect perturbant du centre était un manque de regard pour le droit des parents et la mesure dans laquelle les docteurs se voyaient comme des décisionnaires bien mieux informés sur le destin des enfants. Dans le Missouri, le consentement d'un seul des parents est requis pour permettre le traitement de l'enfant. Mais quand il y a une dispute entre les parents, il semblait que le centre prenait toujours le parti du parent désirant le traitement. Mes inquiétudes à propos de cette approche sur les disputes parentales grandirent en 2019, quand l'un de nos médecins a témoigné, lors d'une audience sous la garde d'un enfant, contre un père qui s'opposait au vœu de la mère de mettre leur fille de 11 ans sous bloqueur de puberté. J'avais fait l'appel d'admission pour ce cas et déjà, j'avais trouvé la mère quelque peu perturbante. Elle et le père allaient bientôt divorcer, et la mère décrivait sa fille comme une sorte de garçon manqué. Ainsi, sa mère était alors convaincue que leur enfant était un trans. Mais quand j'ai demandé si leur fille avait adopté un nom de garçon, si elle avait une détresse au sujet de son corps, si elle disait qu'elle se sentait comme un garçon, sa mère avait répondu que non. J'ai expliqué que la fille ne rencontrait juste pas les critères pour une évaluation. Puis, un mois plus tard, la mère a rappelé. Elle a dit que sa fille utilisait maintenant un nom de garçon, qu'elle était en détresse au sujet de son corps, et qu'elle voulait une transition. Cette fois, la mère et la fille ont reçu un rendez-vous. Nos prestataires ont décidé que l'enfant était trans et lui ont prescrit des bloqueurs de puberté afin de stopper son développement normal. Le père refusait fermement, disant que tout cela venait de la mère, et la dispute pour la garde commença ainsi. Après l'audience où notre docteur a témoigné en faveur de la transition, le juge a pris le parti de la mère. Cette entière affaire était un énorme drapeau rouge, plus rouge encore que celui des communistes. Est-ce donc cela le pouvoir de croire la science? Refuser de croire ses propres yeux, ses propres jugements, et obéir totalement aux experts, car pour je ne sais quel miracle, ils détiennent la vérité absolue? Notre société donne véritablement bien trop de pouvoir à ces soi-disant experts, et ils en abusent allègrement. En 2019, un nouveau groupe de personnes est apparu dans mon radar, les désistants et les détraditionneurs. Les désistants choisissaient de ne plus poursuivre leur transition. Les détraditionneurs sont des transgenres qui ont décidé de retourner à leur genre de naissance. Le seul collègue avec qui je pouvais partager mes inquiétudes était d'accord avec moi que nous devions traquer les désistants et les détransitions. Nous pensions que les médecins voudraient collecter et comprendre ces données afin de savoir ce qu'ils avaient pu manquer. Nous avions eu tort. Un docteur se demanda à voix haute pourquoi il perdrait son temps avec quelqu'un qui n'est plus son patient. Imaginez un instant la scène, mais dans un contexte différent, où un docteur, après une gaffe monumentale, mutile son patient. Et là, au lieu de se remettre en question, le docteur vous lâche un bah je m'en fous, c'est plus mon patient. Est-ce que vous voudrez vraiment être traité par un docteur de ce genre? Alors, j'entends déjà les critiques me disant que tous les docteurs ne sont pas comme ça. Et je veux bien l'entendre. Mais le simple fait que ce genre de docteur irresponsable soit parfaitement accepté dans le milieu de la transition est un problème en soi. L'un de nos cas de détransition les plus tristes dont j'ai été témoin fut celui d'une adolescente qui, comme beaucoup de nos patients, venait d'une famille instable, vivait dans des conditions incertaines et avait une histoire de drogue. L'énorme majorité de nos patients étaient blancs, mais cette fille était noire. Elle a été mise sous hormones quand elle avait aux alentours de 16 ans. Quand elle eut 18 ans, elle fit une double mastectomie, plus connue sous le nom de top surgery. 3 mois plus tard, elle appela l'office chirurgical pour dire qu'elle allait revenir à son nom de naissance et que ses pronoms étaient she, her. Le cœur brisé, elle disait à l'infirmière: je veux retrouver ma poitrine. L'office chirurgical nous a ensuite contactés, car il ne savait pas quoi dire à cette fille. La dernière fois que nous avions entendu parler d'elle, elle était enceinte. Bien évidemment, elle ne sera jamais capable d'allaiter son enfant. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Qu'est-ce que vous voulez dire à une enfant dont vous avez consciemment mutilé le corps? Sincèrement, qu'est-ce que vous voulez dire dans ces cas-là? Vous avez volontairement mutilé et manipulé une enfant avec le sourire. Et maintenant, la réalité vous rattrape. J'espère que ces tortionnaires n'oublieront jamais leur culpabilité. Mes inquiétudes sur ce qui se passait au centre commençaient à prendre le pas sur ma vie. Au printemps 2020, j'ai ressenti l'obligation médicale et morale de faire quelque chose. Alors, j'ai dit ce que j'avais à dire à l'office, et j'ai envoyé beaucoup d'emails. Durant toutes mes années à l'Université de médecine de Washington, j'ai toujours reçu de solides avis positifs sur mes performances. Mais en 2021, cela changea. J'ai reçu des notes sous la moyenne pour mon jugement et mes relations de travail, esprit de coopération. Bien que j'ai été décrite comme responsable, consciencieuse, travailleuse et productive, l'évaluation notait également, parfois, Jamie répond pauvrement à la direction et à la gestion, en étant sur la défensive et hostile. Le point critique a été atteint lors d'une retraite d'une demi-journée en été 2022. En face de l'équipe, les docteurs disaient que mon collègue et moi devions arrêter de questionner la médecine et la science, ainsi que leur autorité. Puis, un administrateur nous dit: Montez à bord ou sortez. Il devint clair que le but de la retraite fut de nous délivrer un message. Je trouve cela assez cocasse que les docteurs dissocient médecine et la science et leur autorité. Quand on y pense, dans ce milieu, la médecine et la science, c'est leur autorité. Puisque seuls les membres de l'idéologie sont autorisés à être suivis et que la moindre voix dissidente est écartée. Comment voulez-vous croire ensuite le moindre papier ou science que produit cette communauté, quand ils filtrent aussi farouchement les moindres critiques? Est-ce cela, la science moderne? Croire de tout son cœur en un dogme et ne jamais, au grand jamais, le remettre en doute. Pendant quelques semaines, après avoir quitté le centre, j'ai essayé de tout laisser derrière moi et de me poser dans mon nouveau travail en tant que coordinatrice de recherche clinique, gérant les études concernant les enfants subissant une grève de moelle osseuse. Puis, je suis tombé sur les commentaires du docteur Rachel Levine, une femme transgenre qui est une haute fonctionnaire du ministère fédéral de la Santé et des Services sociaux. L'article disait: Levine, l'assistante secrétaire pour la santé des États-Unis, dit que les cliniques procèdent avec prudence et qu'aucun enfant américain ne recevait des médicaments ou des hormones pour dysphorie de genre, alors qu'il ne le devrait pas. Je me sentis abasourdi et écœuré. Ce n'était pas vrai. Et je savais cela grâce à une profonde expérience de terrain au premier plan. Et là, cher client, c'est là qu'on touche le point crucial. Cette sonneuse d'alarme était prête à rester dans le silence, à laisser tout cela derrière elle. Mais elle s'est rendue compte de la réalité. Cette idéologie malade qui mutile des enfants est protégée par les plus hautes sphères de notre société. Il y a des moutons noirs dans chaque mouvement, et c'est normal. Sauf que le rôle des autres membres du mouvement est justement de déceler ces moutons noirs et de les mettre dehors. Mais ici, les moutons noirs sont protégés par les institutions, notre gouvernement. Et non seulement ça, mais ceux qui tentent d'assainir la situation sont réduits au silence. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser faire et qu'il faut continuer à dénoncer ces abus envers et contre tout. Ceux qui savent ce qui se passe ont la responsabilité d'alerter. C'est pourquoi Jamie Reed est sorti du silence. Et c'est également pourquoi je relis sa parole dans cette vidéo. Sur les 15 dernières années, selon Reuters, les États-Unis sont partis n'ayant aucune clinique de genre pédiatrique à en avoir plus de 100. Une analyse poussée doit être prise afin de trouver ce qui a été fait à leurs patients et pourquoi. Et quelles sont les conséquences au long terme. Il y a un chemin clair à suivre. L'année dernière, l'Angleterre a annoncé qu'il fermerait la clinique de genre pour jeunes de Tavistock, la seule clinique similaire du NHS du pays, après que des investigations ont révélé des pratiques douteuses et un mauvais traitement des patients. La Suisse et la Finlande, aussi, ont investigué la transition pédiatrique et ont grandement freiné la pratique, trouvant qu'il n'y avait suffisamment pas de preuves de l'aide apportée et que les patients étaient en danger. Les docteurs avec lesquels j'ai travaillé dans le centre de transition disaient fréquemment au sujet de nos patients: Nous construisions l'avion pendant que nous volons. Personne ne voudrait être un passager au bord de ce type d'avion. Enfin, alors, que tirer de ce témoignage? Déjà, il est clair que dans ce genre de centre,
L'idéologie prime sur le bien-être véritable des enfants. Les docteurs sont tellement persuadés que ce qu'ils font sera profitable au long terme pour les enfants qu'ils n'hésitent pas à les mutiler et à les faire souffrir à vie. Alors oui, c'est assez concept de faire souffrir à vie pour garantir un hypothétique bonheur futur. Mais c'est la science moderne, que voulez-vous? C'est ainsi que l'on se retrouve avec des procédures accélérées où il suffit virtuellement de juste se déclarer trans pour pouvoir recevoir un traitement, sans avoir réellement eu de suivi médical derrière. Ensuite, ces experts forment un cercle très fermé, où la moindre critique n'est pas tolérée. Et ils n'hésiteront pas à utiliser la carte de la transphobie pour faire taire toutes les voix dissidentes, même si la voix en question fait elle-même partie de la communauté LGBT et qu'elle a dédié sa vie professionnelle et personnelle à la cause depuis bien longtemps. Dans ces conditions, ces experts ne font que se confirmer leurs biais les uns les autres, ce qui rend leur science complètement caduque. Et enfin, ces experts sont protégés dans leur folie par de puissantes institutions, comme le gouvernement des États-Unis lui-même. Ceci dit, dans les pays où le gouvernement est un peu plus regardant sur la santé des enfants et un peu moins par cette idéologie, les choses bougent. Oh, et en parlant de cela, je ne peux résister à l'envie de conclure sur la clinique de Tavistock, en Angleterre. Comme Jamie le dit dans son témoignage, la clinique a été fermée suite à des investigations. Des investigations qui ont trouvé pas mal de pratiques douteuses, dont des thérapies de conversion afin de convaincre les personnes gays qu'elles sont trans. Je trouve ça extrêmement cynique. Vous savez, les thérapies de conversion, c'est généralement un truc de catho extrémiste. Elles sont vivement critiquées par tout le monde, notamment nos amis woke, et à raison, puisque là, on est vraiment plus dans le lavage de cerveau violent qu'une véritable thérapie. Vous savez, les thérapies de conversion, ce sont généralement des trucs des cathos extrémistes. Elles sont vivement critiquées par tout le monde, et notamment par nos amis woke. Et à raison, puisque là, on est vraiment plus dans le lavage de cerveau violent qu'une véritable thérapie. Sauf que nos mêmes amis woke n'y voient aucun problème à utiliser ces mêmes thérapies qu'ils décrivent autant, si cela leur permet de faire transitionner le plus d'enfants possible. Si l'ironie avait une définition, ce serait cela. Alors, mes amis activistes trans, vous qui aimez jouer sur les mots, jouons. Vous qui dites que supporter directement ou indirectement des personnalités comme J.K. Rowling revient à supporter les pires horreurs, je vous renvoie la balle. Si vous supportez les centres de transition, vous supportez par ricochet les thérapies de conversion. Vous supportez donc le lavage de cerveau de la communauté gay. Vous supportez donc le génocide de la communauté gay. Dites-moi, cher activiste trans, pourquoi détestez-vous autant la communauté gay? Pourquoi êtes-vous homophobe? Cher activiste trans, pourquoi êtes-vous autant animé par la haine? Sur ce, ainsi se finit mon service. Je vous dis donc à bientôt. Et si vous ne l'êtes pas déjà, j'espère pouvoir vous compter dans ma liste d'habitués. Et surtout, prenez soin de vous.